Édition spéciale donc sur les événements d'Orly ce matin, la conférence de presse du procureur de Paris François Molins que vous venez de vivre en direct sur LCI, sur cette pérégrination d'1h30 de Ziad Ben Belgassem qui a abouti à sa neutralisation, qu'il soit tué par les militaires ce matin à Orly-Sud. On en parle avec Chem Sakrouf. Bonsoir, vous êtes spécialiste du renseignement. À vos côtés, François Elbary, ex-membre du RAID, et puis William Molinier du service police-justice d'LCI, et Renaud Pilat de la politique, car évidemment, il y a des conséquences politiques à 40 jours maintenant du premier tour de la présidentielle. Alors on va réécouter ce moment clé du procureur Molins pour ceux qui se demandaient est-ce vraiment un attentat terroriste? Réponse du procureur de Paris. Les deux collègues de la militaire attaquée ont suivi ce mouvement à distance rapprochée et l'assaillant a menacé tour à tour avec son arme ces derniers ainsi que la militaire qui l'a tenue contre lui. D'après les premiers témoignages des militaires, il a déclaré, je cite, « Posez vos armes, main sur la tête, je suis là pour mourir par Allah, de toute façon, il va y avoir des morts. » François Elbary, on peut donc parler d'une attaque terroriste ? C'est difficile de le dire pour l'instant. Je pense qu'il faut laisser le temps à l'enquête de le démontrer. On ne peut pas le savoir. Mais ces mots veulent dire quoi alors ? C'est quelque chose d'important dans l'enquête qu'il ait dit ces mots particuliers ? Oui, c'est important, mais ça ne veut quand même pas dire que c'est une attaque terroriste. Que vous inspire le mode opératoire ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a deux épisodes. Un contrôle de police qui se passe mal, un carjacking et il tire dans un bar, et puis après, cet enchaînement d'événements, le procureur de Paris disait ça va crescendo, comme une espèce de folie qui aboutit à ça. Est-ce qu'il y a préméditation ? Comment ça se passe ? Là encore, il est difficile de répondre de manière affirmative à cette question. On ne sait pas. L'enquête, une fois de plus, va le démontrer. C'est difficile de l'établir et difficile de l'établir pour l'instant. Oui, effectivement, c'est trop tôt pour pouvoir être pertinent en termes d'analyse. Il nous manque des données, mais ce qu'on peut déjà se dire, c'est qu'un individu qui se fait arrêter un contrôle de police, qui ouvre le feu sur un policier, qui va dans un bar et qui ensuite est retrouvé sur un aéroport à vouloir commettre un acte terroriste, il y a une incohérence dans la procédure. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut mener un attaque terroriste, on essaie d'être discret, d'être surprenant et surtout de ne pas avoir déjà la police derrière soi. Donc cette méthodologie-là qui consiste d'un contrôle de police en passant par un bar, un aéroport avec un sac contenant un liquide inflammable, donc il y a une incohérence dans la technique, dans la méthode et dans l'effet recherché de surprise. Ça a pu être un prétexte, cette attaque, est de créer à la Akbar, enfin non, mourir par Allah, c'est-à-dire d'emballer une espèce de si de ça folie. avait été une méthodologie, j'allais dire vraiment pensée, raisonnée, l'objectif aurait été pour lui pas d'essayer de prendre l'arme de la militaire, mais essayer de les neutraliser, et pas tout seul, à plusieurs, et pas arriver avec un passif déjà sur l'échelle de temps très courte, avec la police qui est à ses trousses. Donc encore une fois, la mécanique, on le verra peut-être après avec l'enquête, paraît incohérente dans la manière dont le processus s'est déroulé. Il y a ce sac d'hydrocarbures qui a été... dans son sac à dos, il y avait un bidon d'hydrocarbures. Ça peut vouloir dire quoi ? Ça veut pouvoir dire plein de choses, c'est l'enquête qui l'établira, mais effectivement, c'est un élément de plus dans cette espèce de fuite en avant, de succession, un enchaînement de faits qui nous conduit jusqu'à ce lieu à Orly, où là, il y a effectivement un corps à corps très dense, très dur. Pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Ouais. Et puis, le procureur, tout à l'heure, nous a donné l'information. Il pointe son revolver à plusieurs reprises sur la tempe de cette militaire. Il s'en sert comme bouclier et il faut 3 tirs de ses collègues pour pouvoir le neutraliser. Donc, certes, les militaires de la force Sentinelle sont entraînés à ce type de fait, mais il faut souligner la dureté de cet accrochage de ce corps. Cela dit, s'en prendre à une patrouille de militaires, de sentinelles qui sont des professionnels avec des armes de guerre, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée quand on veut faire un acte terroriste. Oui, mais j'imagine qu'il voulait se procurer une arme. Il avait à sa disposition un revolver à grenaille. C'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça, donc il voulait absolument se procurer une arme. Je pense qu'il avait décidé d'en finir sur l'aérogare, et donc c'était le seul moyen pour lui
de faire du dégât. Quand il se passe quelque chose comme ça, les forces du RAID ne sont pas les premières à intervenir, puisqu'il y a les forces de l'opération Sentinelle sur place. Comment ça se passe? Comment ça se coordonne? Comment vous coordonnez vos troupes? Alors, la police nationale a engagé de gros moyens pour faire évoluer le dispositif, compte tenu de toutes les actions, les situations de crise qu'on a vécues ces 2 dernières années. Et il y a un dispositif qu'on appelle primo-intervenant, des gens qui sont en capacité de tenir la situation de crise et éventuellement d'intervenir si éventuellement une tuerie de masse... Mais qui sont présents sur place, dans les Absolument. aéroports, les gares. Oui, il y a des effectifs des lieux stratégiques, quoi. De toute la police nationale qui ont été formés, équipés en moyens, en armement plus conséquent, en moyens de protection balistique, et puis formés par le RAID d'ailleurs, pour être des primo-intervenants, pour justement pallier à une situation de tuerie de Vous masse. aviez effectué, je crois d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, des exercices à Roissy. Oui, à Orly, il y a 15 jours, Ouais. sur cette zone-là. Quel type d'exercice précisément? Eh bien, on se met en situation, tout simplement, en situation de crise, de prise d'otages, de tuerie de masse, ce qu'on vit malheureusement ces 2 dernières années. Et ce genre de schéma, vous l'envisagiez? Absolument, on envisage toutes les situations. On a ciblé des sites sensibles sur lesquels on s'entraîne régulièrement. Il y a à peu près 20 exercices majeurs par an effectués par le RAID sur les sites sensibles. Quelles sont les premières choses que vous vérifiez en arrivant sur place? L'aéroport, c'est un environnement assez grand. Qu'est-ce que vous faites en arrivant? On compte sur les effectifs de police qui sont sur le secteur, qui sont les plus à même de connaître le périmètre. Ils mettent en place le périmètre de sécurité. Dans la mesure du possible, on essaie d'évacuer les gens qui sont sur la zone de crise. 3000 personnes évacuées ce matin. Bien sûr, Ouais. et les gens qui sont... Mais on vérifie tout de suite le sac à dos, s'il y a des complices, comment ça se passe? les policiers de la PAF, les services de la sécurité publique et les CRS sont en mesure de procéder à toutes ces vérifications et à évacuer de la meilleure manière qui soit tous les gens qui pourraient être... Ça pose quand même le problème aussi chez Msakouf qu'un homme peut encore rentrer dans un aéroport international avec un sac à dos, avec un bidon d'essence et un pistolet à grenaille et que personne ne lui demande rien. C'est difficile, encore une fois, de contrôler tout le monde. La réalité, c'est qu'on ne peut pas compter que sur les forces de l'ordre, les groupes Non, mais d'intervention. n'importe quel bâtiment public, maintenant, Vous avez les moyens de Vigipirate, transport, on a vu fouille, le Louvre, on a vu ouais. les lycées. Donc la réalité, il faut se concentrer en termes de formation, encore une fois. Il faut que les gens qui sont sur des lieux qui reçoivent du public, qui ont une responsabilité en ayant cette population qui circule, soient formés, encore une fois, en primo-intervenant à limiter l'ampleur d'une mécanique terroriste, à pouvoir stopper, endiguer, neutraliser si c'est possible, pour éviter la propagation, pour éviter le surattentat. Donc ça nécessite, encore une fois, de la formation. On ne peut plus compter sur les policiers qui sont débordés, comme on le sait, sur les fichiers S pour terrorisme, qui sont en train de suivre des réseaux financiers, les vecteurs du terrorisme. On a les gens qui surveillent également les passages de frontières. Donc ces policiers font leur travail de manière Mais remarquable. pourquoi est-ce que Vigipirate surveille tout et pas les entrées Non, d'aéroports? Vigipirate Parce que ne surveille pas tout. ce serait trop long à faire. Non, On mais se déjà, souvient de l'aéroport de Bruxelles, on se souvient du TGV. Si on devait mettre un volume adapté à la réelle menace, vous prenez les effectifs de la police, vous les multipliez par 2 ou par 3, et vous prenez l'opération Sentinelle, vous leur donnez déjà de l'armement adapté à leur mission. Il faut savoir que les militaires sont épuisés. Ils doivent en permanence prendre des astreintes. J'ai encore beaucoup de camarades dans l'armée qui me disent qu'ils n'en peuvent plus, que c'est fatigant, ça demande de la concentration. Encore une fois, ils sont exposés parce qu'ils sont identifiables rapidement comme les policiers et ils ont de l'armement de guerre. Donc, Un FAMAS n'est pas adapté pour riposter dans un lieu... c'est-à-dire que normalement, les public. groupes d'intervention sont équipés avec de l'armement capable de neutraliser ou stopper l'individu et bien évidemment ne doit pas en théorie traverser l'individu pour aller impacter une personne innocente derrière. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on tire avec une arme de guerre, non seulement on tue la première personne, mais derrière, la balle continue. C'est fort possible que la balle ricoche dans l'ossement du corps et qu'elle puisse toucher quelqu'un. Donc la réalité, elle est là. Il faut donner des moyens adaptés. Et ce n'est pas les services de police qui vont pouvoir tout stopper. Il y a aussi une forme de résilience à mettre en place dans l'esprit de la population, à savoir, quand vous voyez quelque chose qui sort un peu du spectre dit normal, pouvoir rapidement alerter, savoir à qui On a dire. l'impression que c'est déjà le cas. Les gens ont conscience. Oui, la conscience, du mais pas danger, forcément la formation pour pouvoir détecter et remonter l'information pertinente ou le dire, toutes ces choses-là. C'est là-dessus qu'on va travailler. Les facs, comme je l'ai déjà dit sur votre plateau,
se sont appropriés le sujet. Là, il y a les assises du renseignement qu'on est en train de développer en université pour pouvoir orienter les chercheurs sur ce qui peut intéresser les policiers qui ont la tête dans le guidon. Je rappelle encore une fois que les agents du renseignement, le matin quand ils arrivent, ils ont 800 mails, 700 mails à lire, d'écoute, d'interception, d'imagerie satellite. Ils doivent surveiller humainement des individus. Donc on parle de 14 individus pour une filature. Donc ils ont la tête dans le guidon et c'est pas eux qui vont faire de la stratégie ou essayer de créer de nouvelles technologies pour lutter contre le terrorisme. Donc cette association universitaire, retour d'expérience aussi de nos homologues étrangers, va permettre peut-être d'avoir des réponses pas forcément totale, mais au moins une manière d'améliorer la prise du risque. Quel que soit le nouveau président de la République élu dans 1 mois et 10 jours maintenant, ce sera un des chantiers à bâtir? Moi, je pense que, sans vouloir faire de politique, que les programmes liés à la défense, à la sécurité, à la lutte antiterroriste vont être déterminants dans le choix du futur président et que les programmes, qu'ils soient avec des réductions d'effectifs ou de l'augmentation d'effectifs, on a Là, vous en faites un peu de la politique. Renaud, vous êtes d'accord avec ça, spécialiste politique? Oui, il y a 2 points importants, me semble-t-il, après les faits de ce matin. C'est déjà, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, quelques mois, certains dirigeants politiques voulaient lever l'opération Sentinelle en disant que ça ne servait à rien et que les militaires, finalement, étaient mal préparés à ce genre d'intervention. Or, je crois que la doctrine d'emploi des forces Sentinelles a considérablement évolué ces derniers mois. Et aujourd'hui, ils sont mieux formés, mieux aguerris. On met les bonnes personnes, si je puis dire, aux bons endroits, dans les lieux sensibles. Et c'est pour ça que, notamment ce matin, il faut saluer quand même le professionnalisme de ces personnels militaires. Je crois qu'ils sont membres de l'air, le corps de l'armée de l'air, qui ont très bien réagi. Et donc aujourd'hui, les forces Sentinelles sont beaucoup mieux préparées. Et donc, il n'est plus question de mettre fin à cette opération. Mais même si on a relevé, a dit François Molins, 8 douilles dans un aéroport fréquenté un samedi matin par 3000 personnes. Alors là, je ne suis pas spécialiste, mais bon, je ne suis pas spécialiste de l'intervention. Moi, j'ai fait l'opération Sentinelle en tant que militaire, et je peux vous dire qu'effectivement, je rejoins votre analyse, la formation et les moyens attribués à ces militaires ont beaucoup évolué. Maintenant, l'armée s'approprie la thématique, parce que c'est normal, elle évolue, elle essaie de répondre à des besoins, tant sur le plan de la lutte antiterroriste à l'international, mais sur le plan national. Mais encore une fois, moi, à titre personnel, en tant qu'enseignant, je pense que ce n'est pas le rôle de l'armée d'être sur le territoire national. C'est exactement mon deuxième point, et là c'est un point très politique, c'est qu'on paye une fois de plus la baisse des effectifs dans la police et depuis ces dernières années. Et si on a besoin aujourd'hui pour assurer la défense du pays de 7 à 8 000 militaires, c'est parce que c'est exactement le chiffre de policiers qui manque pour pouvoir assurer la défense du pays. Donc, François Même Hollande... si entre les deux, il y a eu l'état d'urgence, il y a eu le Bataclan. Oui, mais bon. pour le coup, François Hollande et même les responsables de sécurité le reconnaissent, a essayé de réengager le processus d'embauche de policiers, mais c'est très long. Et il faudra en tout cas revenir à ces 8 000, 10 000 policiers qui manquent cruellement et qui fait qu'aujourd'hui l'armée est obligée de compenser, mais elle est fatiguée, très très demandée et du coup, effectivement, les conditions de sécurité sont compliquées. Alors on va revenir un petit peu à cette conférence de presse du procureur de Paris, François Molins. Il a parlé d'une radicalisation en prison. On écoute. Par ailleurs, il avait été repéré comme radicalisé à l'occasion d'un passage en détention au cours des années 2011-2012. À ce titre, il avait fait l'objet, dans le cadre de l'état d'urgence voté à la suite des attentats du 13 novembre, il avait fait l'objet d'une perquisition administrative qui avait amené la police à découvrir chez lui plusieurs supports électroniques. William Molinier, quel est le profil là, du tireur? C'est plus de la délinquance ou de la radicalisation? Alors il y a quand même un gros... Ou un mixte, comme souvent. Mais aussi un gros fond de criminalité ordinaire, en tout cas braquage, trafic de stupéfiants. C'est attesté par notamment les condamnations judiciaires dont il 9 citations sur le casier du judiciaire. Voilà, sur le casier B1, 9 mentions au casier judiciaire et une quarantaine de mentions au TAG, qui est le fichier police-gendarmerie. Voilà, donc quelqu'un qui est déjà connu fortement des services de police pour une activité criminelle
Et il y a ces éléments de radicalisation qui interviennent dans son profil, donc radicalisation en prison, et qui aboutissent en 2015 à une perquisition administrative à son domicile. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, il y a l'état d'urgence qui a été lancé, et donc les policiers ratissent plutôt large. On est au tout début de la mise en place de l'état d'urgence, et ils remontent dans les radars du renseignement, mais à un niveau plutôt faible. Donc perquisition administrative, on ne trouve rien de suspect chez lui, si ce n'est qu'il est en contact effectivement avec des individus radicalisés, mais on ne trouve rien chez lui, et donc il ne va pas remonter plus haut dans le spectre des personnes à surveiller. Il ne va pas, par exemple, être fiché S. Donc voilà, il y a ce double profil qui, effectivement, a un profil un peu hybride et profil qui, classique en interroge. quelque sorte, multirécidiviste et puis suspicion de radicalisation. Oui, on peut dire que c'est un profil classique, oui. La plupart des islamistes radicalisés ont commencé dans de la délinquance ou pas ? On le voit avec les faits qu'on a connus sur notre territoire. C'est à chaque fois quasiment le même profil. La radicalisation en prison, c'est fréquent aussi ? Oui, il y a beaucoup de faits qui ont été remontés, qui ont la radicalisation, au premier contact la radicalisation se fait très généralement en prison. Oui. Chez Macrouf, il y a en ce moment en garde à vue son père, son frère et un cousin qui se sont apparemment présentés, en tout cas pour 2 d'entre eux, spontanément au commissariat de police. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir ? Connaître déjà les antécédents. Est-ce qu'il y avait une planification ? Est-ce qu'ils étaient eux-mêmes conscients ou au courant de ce qui allait se produire? Est-ce qu'ils connaissaient d'éventuels complices? Donc c'est tout à fait normal en termes de procédure de police qu'on les interroge parce qu'il y a un lien familial fort et on essaie de déterminer un petit peu la chronologie. Il leur a téléphoné aussi avant son C'est ça, ils vont essayer de déterminer quel était le lien, pourquoi il les a prévenus, quel était le degré de connaissance des événements qui se sont produits et éventuellement de remonter dans le temps et de trouver d'éventuels recruteurs ou complices par rapport à ce qu'ils savent déjà. Alors, il y a eu une perquisition à son domicile, à Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise, en début d'après-midi. Quelles sont les prochaines étapes de l'enquête ? Autopsie demain, c'est ce que disait François Molins. Alors, effectivement, l'interrogation... Donc après les perquisitions, visiblement, les perquisitions n'ont pas donné grand-chose. C'est les informations qu'on avait des enquêteurs il y a encore quelques heures. On a retrouvé de la cocaïne, une machette. Mais bon, pas beaucoup d'éléments probants, en tout cas, retrouvés en perquisition. Mais ce qui va être important, effectivement, ça va être l'autopsie, parce que est-ce qu'il a consommé de la cocaïne? Est-ce qu'il a consommé de l'alcool? Dans quel état il était au moment de commettre cet acte? Tout ça, ça va être très important, effectivement. Et puis, il y a aussi, un samedi matin, 3000 passagers à Orly-Sud ainsi qu'à Orly-Ouest qui vont prendre leur avion ou qui reviennent. Pagaille épouvantable. On va rejoindre sur place Axel Caraïou pour savoir où en est l'état du trafic et si tout va redevenir à la normale demain. Oui, je me trouve précisément au premier étage du terminal sud, exactement à l'endroit où l'homme a été abattu. C'était la dernière zone fermée au public, mais les voyageurs peuvent y circuler depuis environ 2 heures maintenant. Les commerces qui sont fermés, qui sont restés fermés toute la journée, devraient rouvrir demain matin. Du côté des chiffres, 450 vols étaient programmés aujourd'hui à Orly. Sur ces 450 vols, 50 ont été annulés. Ça veut dire quand même des centaines de passagers qui vont devoir trouver un hôtel pour la nuit, en principe financé par leur compagnie aérienne. Tous les autres vols ont pu être redirigés soit vers Charles de Gaulle, soit ont pu être décalés, parfois avec jusqu'à 10 heures de retard. En tout cas, Aéroport de Paris se dit confiant et prévoit un retour à la normale totale dès demain matin, fin de matinée. En s'attaquant à Orly, est-ce qu'on n'est quand même pas dans l'objectif de Daesh qui disait faites le maximum de victimes avec le moins de matériel possible, prenez un camion, allez dans la foule, etc. Ça répond pas à ça? Alors encore une fois, ça peut répondre s'il y a un lien. Même s'il n'y a aucune revendication pour l'instant. Non, mais il faut comprendre 3 cas de figure en termes de catégorie de profil. Le A, c'est un djihadiste purement conscient de ce qu'il veut faire. La mort des individus est dans son processus, il mourira dans son action. Vous avez le B, c'est quelqu'un qui a des troubles identifiés, qui peut avoir des problèmes de personnalité, que les groupuscules vont identifier ce profil-là pour aller le tamponner. Dans le jargon des services de renseignement, c'est
l'amener à faire ce que eux souhaitent en lui faisant porter un gilet ou le faisant agir comme on le voit dans un aéroport. Et on a le C, c'est la troisième catégorie, il est lié à personne. C'est quelqu'un qui a des problématiques de vie personnelle, qui peut être en lien avec la criminalité, et qui à un moment donné va passer à l'acte et qui va se revendiquer d'eux ou en se prêtant allégeance, en disant Allahu Akbar, voilà. Donc, et le fait que Daesh soit poursuivi en ce moment est beaucoup moins opérationnel en Syrie et en Irak, est-ce que ça peut alors, en indiquer réalité, un profil plutôt qu'un autre? C'est-à-dire de dire il y a moins de directives, vu qu'en ce moment, oui, ils ont autre chose à faire. Et encore une fois, un individu qui peut épouser cette idéologie, mais qui n'a pas forcément de lien, peut passer à l'acte. Et ce qui devient très dur pour les services de renseignement, parce qu'il n'est pas sur des vecteurs surveillés où il a échangé de l'information avec des gens sur des réseaux sociaux, où il a Ça, pas on devrait été... le savoir assez vite. Eh ben effectivement, l'enquête va le démontrer rapidement, à savoir est-ce qu'il y a des liens sur des vecteurs humains, de lieux, de déplacements, qui peuvent laisser entendre qu'il était en lien avec des gens liés à cette mouvance. C'est ça, hein, ce que craignent les agents du renseignement, c'est ces attaques un peu improvisées, c'est ça? C'est ça, c'est des gens qui vont basculer parce qu'ils ont, à un moment donné, dans leur esprit, qui cherchent un passage à l'acte par rapport à un événement. On l'avait vu avec la personne qui avait essayé de se faire exploser, qui avait décapité une personne dans une centrale. Voilà. Donc, c'est des gens qui... Son employeur. Voilà, son employeur. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça devient... Vous étudiez tous ces profils au RAID? Bien sûr. À chaque fois qu'on est concerné par une situation de crise, eh bien, on tire les enseignements de ce que l'on a vécu, de ce qu'on a découvert. Et puis, bien entendu, on s'intéresse aussi à tout ce qui se passe ailleurs, dans le monde, et y compris... à des unités homologues. Hein. On participe, dans le cadre d'un réseau international, à des échanges et on tire les enseignements de tout ce que l'on peut découvrir par ailleurs. Prendre un FAMAS d'une patrouille, c'était un scénario que vous aviez étudié? Tout peut être envisagé. Moi, je pense que il y a quand même... c'est quand même de l'amateurisme pur et dur, là, hein, parce que s'il avait vraiment envie et s'il avait préparé son action, je pense qu'il avait d'autres moyens de se procurer une arme. Donc il a agi dans l'urgence, là? Je ne sais pas, c'est difficile à dire, l'enquête le démontrera, mais en tous les cas, c'est pas la bonne formule, hein, on l'a vu. C'est la première fois qu'une telle opération a lieu dans un aéroport en France? Il me semble, oui. Ouais. C'est une première. Alors tout ça, ça intervient, Renaud, dans un contexte assez particulier. À 40 jours de la présidentielle, ça va avoir un impact sur la campagne, selon vous? On est en pleine campagne présidentielle. Jusqu'à maintenant, effectivement, les sujets de sécurité et terrorisme ont été peu évoqués compte tenu des affaires. Mais on voit déjà que cet après-midi, Marine Le Pen, notamment, a attaqué en meeting très fort. On l'écoute tout de suite? Le gouvernement, on peut l'écouter, effectivement. Et on en reparle voit juste après. C'est un chantier prioritaire. Je suis d'ailleurs la seule dans cette campagne à oser aborder ces questions qui fâchent. La lâcheté de toute la classe politique devant le fondamentalisme islamiste, seule ligne de conduite depuis 15 ans que ce fléau prospère, cette lâcheté a produit les résultats que l'on sait, que l'on voit encore aujourd'hui à Orly. Il est inadmissible que cette lâcheté continue aujourd'hui d'inspirer les programmes de mes concurrents. Il est inadmissible que la plupart des candidats, même dans cette élection, n'osent prononcer les mots de terrorisme islamiste. Et le Premier ministre Bernard Cazeneuve a aussitôt réagi. On va le voir s'afficher, alors qu'un événement grave aurait pu advenir ce matin à Orly. Madame Le Pen choisit l'outrance, les responsables politiques, alors que la menace reste extrêmement élevée, doit faire preuve plus que jamais de dignité. Oui, Renaud, ça la sert évidemment, cet épisode? On sait qu'effectivement, tous les événements qui mettent la sécurité des Français en danger, et l'impact et l'émotion que peut avoir effectivement la population face à tous ces événements, en général, ça profite plutôt aux partisans d'un ordre très dur, et notamment du Front National. Marine Le Pen, dans son discours cet après-midi, elle englobe finalement 30 ou 40 ans de laxisme. C'est-à-dire qu'elle ne choisit pas tel ou tel dirigeant ou tel gouvernement, mais elle considère que, sans d'ailleurs attendre le résultat d'enquête, elle considère qu'effectivement, ce sont les gouvernements de droite et de gauche qui sont responsables de cette situation. On a également François Fillon, lui, ce soir, qui a réagi dans un tweet
en mettant en cause le gouvernement. Voilà, on le voit à l'écran là. Voilà, en mettant en cause le gouvernement parce qu'effectivement, il y a quelques jours, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, avait affirmé que l'état d'urgence pourrait être finalement supprimé, stoppé par le prochain gouvernement parce que les conditions finalement étaient rendues possibles désormais. Mais la déclaration du ministre de la Justice a immédiatement été ce jour-là contredite par François Hollande, par l'Élysée, par Matignon, par le ministre de l'Intérieur. En réalité, c'était une discussion du ministre de la Justice avec des juges des tribunaux administratifs. Il y avait eu un peu d'écho, une sorte de propos qui ne devaient pas être apportés et qui a provoqué un certain émoi. Et on voit que ce soir, François Fillon profite effectivement de ces propos du ministre de la Justice qui effectivement ont été peu compris parce qu'on ne voit pas, et c'est à mon avis la leçon politique qu'il faut tirer de ces derniers jours, on ne voit pas, quel que soit le prochain chef de l'État qui sera à l'Élysée dans quelques semaines, comment aujourd'hui un gouvernement peut proposer la levée de l'état d'urgence compte tenu de tout ce que l'on voit, des craintes de la population. On l'avait dit il y a quelques mois, il me semble que on est entré dans une nouvelle ère où la menace est permanente et il faut quelque part, entre guillemets, s'habituer à vivre avec des militaires qui circulent, une police renforcée et à chaque événement, on s'adapte. Je crois que tous les spécialistes du terrorisme n'ont pas des réponses toutes faites, mais c'est malheureusement à chaque drame qu'on s'adapte au niveau national et d'ailleurs au niveau de la coordination européenne. Ça va être le thème de campagne de ce début de semaine Écoutez, on a un débat lundi soir sur TF1 et sur LCI. Et effectivement, je pense que l'événement d'aujourd'hui va être au centre de quelques discussions avec, pour le coup, la droite et le Front National qui vont, bien sûr, critiquer l'action du gouvernement dans cette affaire. Et puis, on va peut-être écouter François Hollande aussi, qui a réagi, mais lui, pour féliciter les forces de l'ordre et les militaires. Il y a ce que l'on appelle l'opération Sentinelle, que j'ai moi-même décidé, des militaires qui viennent en renfort des policiers et des gendarmes pour assurer la protection et la sécurité. Et ce sont ces militaires qui ont été agressés et qui ont répondu dans des conditions parfaitement maîtrisées. Et je veux ici, devant vous, leur rendre hommage pour leur efficacité. Voilà, François Hollande qui rend également hommage donc, aux forces de Sentinelle. Ça tombe aussi au moment où Emmanuel Macron a tenu un discours sur la défense, le thème de la défense. Ce matin même. Ce matin. Alors c'est évidemment une coïncidence. Absolument. Ce matin même, Emmanuel Macron a livré ses propositions sur la défense. Depuis quelques jours, le candidat de En Marche est sur une séquence extrêmement régalienne. Il a beaucoup parlé d'économie et de social, on le connaît comme ça, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il a un certain déficit sur ces sujets-là. Sécurité, terrorisme, défense nationale, politique étrangère. Il sait que notamment lundi soir, il est extrêmement attendu sur ces sujets. Et donc, il a ce matin fait un certain nombre de propositions qui d'ailleurs ont été un peu recouvertes par l'actualité. Mais j'imagine bien que François Fillon, avec les difficultés politiques qu'on lui connaît, va peut-être essayer de, dans la mesure où l'actualité revient sur des sujets de gravité, j'aime pas le terme, pas en profiter, mais en tout cas essayer d'enfoncer le coin en disant que lui, il a fait un livre sur le totalitarisme islamique. On sait que dans toutes ses réunions publiques, il tape sur effectivement la menace islamiste, sur la faiblesse de certains gouvernements dans les années précédentes. On sait que ça plaît beaucoup à son électorat, son noyau dur qui lui permet de tenir. Donc je pense qu'il va y avoir dans les jours prochains peut-être un regain de tension et de polémique entre la droite, la gauche et le Front National. Et justement, et la gauche, on a entendu Jean-Luc Mélenchon, place de la Bastille. Le thème de la sécurité n'était pas au premier plan. Non, absolument pas chez Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon a un volet sur la sécurité qui est celui de François Hollande. D'ailleurs, en général, il reprend un peu le bilan des gouvernements Hollande en accent plus sur la prévention. Mais je pense que, encore une fois, c'est sur Emmanuel Macron que repose la pression lundi soir, puisque, de nouveau, sur le devant de l'actualité, on a un événement comme ça, on a ces scènes, et lui, je dirais, il a tout approuvé. Et les Français doivent, s'ils votent pour lui, avoir confiance, parce que chef de l'État, chef des armées, ce n'est pas rien. Et on sait qu'en face, François Fillon va jouer de ce costume d'ancien Premier ministre. Ouais. Chem Sakrouf et François Elbary, vous, en tant que professionnel de la sécurité, qu'est-ce que vous souhaiteriez de la part d'une nouvelle administration ? Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite ?
Et on ne parle pas politique, là. Non, on dit en efficacité contre le terrorisme. En efficacité, c'est peut-être arrêter ces guerres de services de renseignement. C'est avoir Qui un existe commandement- toujours ? Oui, bien évidemment. On n'a pas un bilan exceptionnel en termes de lutte antiterroriste. Vous avez vu le nombre de morts qu'on a eu quand même entre le Bataclan. Voilà, malgré le dévouement et l'action de nos groupes d'intervention, sur le plan des propositions, il faudrait peut-être commencer à gonfler le CNR, lui donner la même dimension que Homeland Alors, Security. le CNR, C'est le Centre national du renseignement, c'est ce qui coordonne les services de renseignement auprès de la présidence. Donc c'est lui donner un vrai pouvoir de coordination pour pouvoir avoir du renseignement qui est fluide, s'échange vite, que ce soit sur le renseignement extérieur-intérieur ou que sur les autres renseignements. parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des blocages. Oui, bien sûr, il y a toujours du blocage. Quand vous avez des budgets et que vous êtes dans une direction du renseignement, eh ben, le budget qu'on vous donne, c'est pour avoir des bilans. Donc, on l'a bien vu que les problèmes des douanes, où les douaniers allaient piquer les saisies des policiers de l'octrice et vice-versa. Donc, bien sûr qu'il y a un problème. J'invente rien. Tout le monde le sait. Donc, la réalité, c'est qu'il faut peut-être avoir un homme fort qui coordonne tous ces services, un vrai chef d'orchestre, et que le renseignement, il aille aussi, en termes de doctrine d'emploi, avoir un temps d'avance en infiltrant des gens qui ressemblent à ceux qui séduisent les terroristes. Avoir des gens capables de parler des dialectes, s'infiltrer dans ces groupuscules pour pouvoir avoir des cartographies réelles et pouvoir détecter la menace avant qu'elle passe à l'acte. Donc, Est-ce que la solution pour vous, quand on dit les policiers n'en peuvent plus, les militaires n'en peuvent plus, etc., ça passe obligatoirement par des vigiles armés et formés ? Peut-être. Vous, fonctionnaire de police, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, c'est vrai que les policiers sont quelquefois engagés sur des tâches qui pourraient être effectivement effectuées par d'autres, mais moi je vais vous parler plus précisément de mon domaine, du métier de l'intervention. Je pense qu'il faut absolument continuer ce qui a été mis en place, poursuivre ce qui est mis en place actuellement, un bon maillage territorial, réduire les délais d'intervention comme on l'a fait, et on peut prouver, on voit maintenant que ça fonctionne bien. Et puis continuer toujours cette collaboration entre les unités, GIGN, RAID, on bosse ensemble, on s'entraîne ensemble. Là, il n'y a pas de guerre des polices. Hein. Non, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. C'est entretenu quelquefois sur des plateaux de télévision par des anciens qui sont éloignés du terrain depuis très longtemps. Mais on sait que gendarmes et policiers n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde. Oui, mais j'ai été chargé du rapprochement GIGN-RAID. Moi, je peux vous dire que ça fonctionne bien. On a trouvé des adaptations pour être capable, des procédures communes pour être capable d'être engagés ensemble sur une crise. Et quand on s'entraîne, les crises majeures que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas tout seul, le RAID, c'est aussi avec le GIGN. Et ça fonctionne. On a envie de vous dire heureusement. Mais oui, mais ça fonctionne bien. Et justement, comment ils sont formés, ces membres du RAID ? Alors, quels entraînements ? Vous parlez d'entraînement. Il y a un entraînement quotidien. Les gens sont formés au quotidien, bien entendu. Ils sont formés à toutes les techniques opérationnelles, au tir, au sport de combat, un entraînement physique adapté, et puis, bien entendu, des mises en situation, plusieurs fois par semaine, sur des thèmes bien précis pour être prêt à intervenir dans les meilleures conditions. Un terroriste avec un FAMAS dans un hall d'Orly, c'est ce qui peut arriver de pire ? Non, il y a pire. Ouais. Enfin, ça aurait pu être très grave, on est d'accord. Oui, il est limité par le nombre de chargeurs. Ce qui est pire, c'est des attaques coordonnées, peut-être, sur plusieurs endroits, avec de l'explosif, et justement, une incapacité de déterminer d'où vient réellement le point le plus fort, et avec des gens qui vont aller se ruer vers un endroit, et qui malheureusement peut exploser. Mais on se prépare à tout ça. Oui, tout à fait. Ouais. On est prêt à réagir sur ce type de situation. Et pourquoi un baril d'essence, d'ailleurs, dans son sac à dos ? Ça, l'enquête le déterminera, on ne sait pas. La répartition des tâches est assez précise. C'est-à-dire que la police est en charge des zones publiques de l'aéroport et la gendarmerie de tout ce qui est piste, c'est ça ? Oui. D'ailleurs, à l'occasion du dernier entraînement, l'exercice majeur qui a été réalisé il y a une quinzaine de jours à Orly, chacun était sur son secteur, mais rien n'exclut qu'un jour on puisse opérer sur le même secteur ensemble. Là, en l'occurrence, le GIGN était engagé sur les pistes, sur une crise aérienne, le RAID sur l'aérogare, parce que c'est notre domaine de compétence, mais en tous les cas, les deux unités sont capables d'intervenir dans les deux domaines, parce que dans le cadre du plan pirataire, on s'entraîne toujours, on se prépare toujours à plusieurs actions simultanées, et donc si le GIGN était déjà engagé sur une autre mission, qu'on soit capable d'intervenir également. Il faut combien de temps d'ailleurs pour sécuriser, pour savoir ce matin que on reprend le trafic, les avions peuvent repartir, parce qu'il y a eu des centaines de passagers bloqués dans les avions ce matin. Alors, ça, c'est pas de mon ressort. Nous, notre opération est de
vérifier, mettre en sécurité niveau par niveau, s'assurer qu'il n'y ait pas de complices, s'assurer aussi que les locaux ne soient pas piégés. On passe la main ensuite aux effectifs sur place, à la sécurité civile qui vérifie justement aux démineurs, qui vérifie qu'il n'y ait pas de piégeage. Et puis ensuite, ce sont les autorités, à partir du moment où on a rendu, nous, la zone claire, eh bien, ce sont les autorités qui décident de la reprise de l'activité. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Dans un instant, c'est un nouveau journal. Et puis on revient évidemment sur cette attaque à Orly ce matin. À tout de suite.